Bonjour tout le monde. Merci à toutes les personnes qui nous regardent. Donc une nouvelle émission sur cette chaîne avec plein de belles personnes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Patrick Ferrer. Bonjour Patrick. Bonjour Ludovic, merci, gratitude de cette invitation. Ça me touche, Euh, merci. alors Patrick, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens de la communauté qui ne te connaissent pas encore? Qui es-tu? Alors, waouh, qui je suis? Je suis Patrick Ferrer, donc un homme. J'ai l'habitude de dire que bon, je suis allé à l'école de la vie, euh, une sacrée école de la vie. J'ai 9 frères et sœurs. Donc, j'ai déjà grandi dans une sacrée école de la vie, avec l'expérience que j'ai acquise par rapport à la relation à l'être humain. Et j'ai cheminé dans différents métiers, et notamment, ça fait à peu près un peu plus de 35 ans que j'ai commencé à faire un travail sur moi, développement personnel. Et puis après, euh, une première compagne qui était dans tous ces outils-là, Gestalt, sémantique générale et tout ça. Donc, je me suis gavé de ça. J'ai appris, j'ai mis mon pied là-dedans dans le développement personnel, travail sur moi. Et puis ensuite, une autre compagne où je suis devenu du jour au lendemain assistant. Mais comme j'ai l'habitude de dire, il y a des choses où je pense que j'ai réactivé ce que je savais il y a quelques milliers d'années, qui a fait que j'étais à ma place. Hein. On m'a pas appris comment on s'occupe d'une personne qui est en train de respirer ou qui est en train d'être dans un processus émotionnel. Je savais naturellement. Donc à peu près là, ça fait 25 ans d'accompagnement, de collaboration, de partenariat dans des stages de développement personnel. Et puis depuis 2013, moi j'anime un stage Tu seras un homme, mon frère, où je l'anime seul. Et par ailleurs aussi, je suis formé en tant qu'énergéticien via l'école de Marie-Lise Labonté, pour la citer. Et voilà quoi. Et puis au quotidien, euh, de remettre en route moi mon accompagnement en individuel, et pour les couples aussi en accompagnement thérapeutique holistique. Et cette expertise que j'ai aussi acquise, d'accompagner les gens dans l'eau, en bassin d'eau Hmm. chaude. Oui, oui, oui. Donc, ces deux voies-là, j'allais dire, et ce que je nomme la Delphitsu, cet accompagnement en eau, dans l'eau, et la voie de l'homme, qui donne les cercles d'hommes que j'anime, que j'ai créé, que j'anime depuis pas mal d'années, et mon stage homme, et de ce fait, ce livre-là, J'ose être l'homme que je suis. Voilà, Hmm. voilà. Merci Patrick. Alors aujourd'hui, justement, tu parlais de ton livre, J'ose être l'homme que je suis, c'est de ça qu'on va parler un peu aujourd'hui, entre autres. Entre autres. Ouais. Alors moi, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps, justement, vu que je t'interviewe dessus, et moi, je le vois un peu comme une sorte de mode d'emploi du masculin, parce que tu abordes plein pour moi, d'aspects différents. Enfin, tu pars un petit peu de qu'est-ce que c'est le masculin, et j'ai l'impression pour moi que c'est plus une sorte de guide d'aller pouvoir piocher comment travailler sur son masculin finalement. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, je ne sais pas comment toi tu l'as conçu ou tu le vois. Ah, c'est intéressant là, comment tu dis, ça me touche, et puis waouh. Euh, Moi, je dirais, tu vois, il y a des moments où je l'ouvre, et puis je lis des passages et je me dis, mais oui, en fait, euh, ça m'est arrivé là dernièrement de me dire, waouh, j'ai écrit ça moi. C'était comme
une auto-révélation à me dire, mais oui, c'est ça, la prise de conscience ou le cheminement dans le banal du quotidien. Et euh, un mode d'emploi, oui, je suis d'accord avec ça. Et pour moi, c'est important de donner goût et d'amener. Là, je me rends compte, plus avec le temps qui passe, et puis plus de temps en temps où je vais piocher, où je mets quelques phrases comme ça dans ma newsletter ou dans mes posts, je me dis, ah oui, euh, parfois je me dis, tiens, il faudrait que je développe plus une phrase ou deux phrases que j'ai écrites parce que pour expliquer l'intention qu'il y a là-dedans. Parce que parfois je me dis, ben oui, ça me correspond bien parce que j'aime bien aller en profondeur, à l'endroit le plus direct possible. Et je me rends compte qu'il y a des passages dans mon livre où c'est ça que je propose, d'aller direct dans la profondeur ou dans la prise de conscience ou d'aller toucher euh, ce que je ne veux pas voir ou ce que je ne veux pas entendre. Ouais, ouais. Hmm. Ok. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, au début, tu commences un petit peu par, j'allais dire définir, mais sans vraiment définir ce que c'est que le masculin sacré. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que, tu vois, je l'ai noté même pour moi après, c'était que tu dis que tu parles de masculin sacré, c'est un accomplissement, que c'est une voie initiatique, c'est un état d'être. Et qu'en fait, c'est principalement d'être aligné à l'intérieur de soi et d'être congruent, que c'est pas quelque chose comment dire, qui s'acquiert une fois, puis c'est fini. En fait, c'est une voie initiatique, c'est un chemin toute sa vie d'être aligné sur ses paroles, sur ses émotions, sur ses pensées. Et d'ailleurs, j'aime bien parce que à un moment donné, tu dis c'est quoi le masculin sacré? Tu ouvres cet espace et tu nommes bah, le masculin sacré, c'est quoi? C'est ça. Et il y a 5 pages derrière. Moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'il y a 5 pages où tu définis qu'est-ce que c'est. Et moi, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, c'est comme si c'est pas définissable, parce qu'il y a tellement de facettes, mais c'est un état intérieur. Et un état, ça se définit pas par du concret. Et ça, c'était chouette, quoi. Oui, ça me touche que tu dises ça et c'est vrai que c'était mon intention. Comme tu dis, c'est indéfinissable. On ne peut pas définir la vie. La vie, c'est tellement vaste, la vie, c'est la vie, quoi, avec tout ce que ça comprend, le bien, le mal, le jour, la nuit. Et on ne peut pas le définir, ça, c'est pas définissable. Et c'est vrai que pour moi un état d'être. J'aime bien, ces derniers temps, je répète beaucoup dans le banal du quotidien. Et dans le banal du quotidien, je chemine dans, dans mon choix que je fais, quel que soit l'âge que j'ai. À un moment donné, de toute façon, ce qui se passe là depuis 2, 3 ans, ça s'est accéléré. La vie nous demande de faire des choix. Et même si j'ai jamais fait de travail sur moi, si je suis pas ouvert à des choses spirituelles, la vie vient me chercher pour qu'à un moment donné, je fasse des choix plus ou moins profonds. C'est rentré dans le quotidien, ça, dans le monde du travail, dans l'inconscient collectif, de prendre du temps pour soi, pour faire le point. Ça, c'est rentré oui, dans le quotidien. Et donc, c'est ça, à un moment donné, que je vive seul en couple. Et le couple, ça peut être homme-homme, femme-femme, homme-femme. Et bien, c'est comment je veux m'inscrire dans mon quotidien et dans quel état d'être, de Mhm. conscience. Mhm. Tu vois,
Moi, j'aime bien quand tu dis dans le quotidien, parce que c'est vrai que c'est. Quand je disais, tu as défini 5 pages de qu'est-ce que c'est que le masculin. Alors, il y a des choses plutôt, entre guillemets, classiques, c'est accepter sa vulnérabilité et tout. Et moi, il y a une phrase qui m'a vachement touché, parce que je le faisais depuis toujours et je m'en rendais pas compte. C'était le masculin sacré, ben, c'est un homme qui, quand il parle à un enfant, il descend à sa hauteur. Oui, Et ça, c'est un geste banal du quotidien, on s'en rend pas compte. Mais oui, c'est aussi avoir conscience que je ne me mets pas en position de dominant, mais je me mets à la hauteur de la oui, personne en face de moi avec humilité. oui, Et ça, c'est un geste hyper banal, quoi. Mais ça, oui. c'est un geste aussi du masculin sacré, du masculin conscient. Oui, 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 oui. C'est vraiment ce geste-là de mettre un genou à terre d'échanger avec l'enfant. Et ça, pour moi, c'est vraiment être dans cette simplicité avec humilité et profondeur. Et en même temps, émerveillement de cette relation que j'instaure avec l'enfant. Et waouh, pour moi, c'est d'une richesse incommensurable à ce niveau-là. Après, dans ton livre, enfin, je vois que un peu la ligne de départ, c'est quand même aller dans le masculin sacré, c'est cheminer en conscience et commencer à prendre conscience de ses blessures, Oui, de comment je suis blessé pour en prendre la responsabilité. Et c'est pour ça que je disais mode d'emploi, parce que après, tu amènes plein de pistes différentes pour aller rencontrer ces blessures. Enfin, tu vas parler des 5 blessures de l'âme, tu vas parler des injonctions, tu vas parler de plein de choses. Et c'est vraiment, pour moi, le début, une fois que tu as défini le masculin, il part vraiment de, OK, je prends conscience de la blessure et je vais aller vers comment je suis blessé ou comment je fonctionne. Et ça, c'est important, en fait. oui, hein. C'est, j'allais dire, c'est la base pour un homme et aussi une femme, hein. Ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, de toute façon. Cette démarche, c'est d'aller identifier comment je fonctionne et de ce qui m'appartient à moi et de ce qui appartient et de ma sphère familiale par rapport dans lequel j'ai vécu, où j'ai été éduqué, et aussi dans ma sphère sociale, suivant comment j'ai vécu et j'ai relationné, que ce soit à l'école et après dans le cheminement hein, de devenir adulte. Il y a vraiment à faire le tri, en tout cas, je le dirais comme ça pour moi, ou de prendre conscience est-ce que c'est des choses que j'ai appris ou est-ce que c'est des choses que j'ai acquis par automatisme ou est-ce que je le fais parce que j'ai entendu ou je pense que c'est comme ça que je dois le faire. Mais est-ce que pour arriver à aller jusqu'à me dire, mais est-ce que ça, je le fais, mais est-ce que ça vraiment, ça m'appartient? Est-ce que je suis congruent quand je fais ça ou quand je dis ça? C'est pas simple d'arriver à. J'aime bien, moi, ce mouvement où je vais me regarder, où je vais faire ce regard intérieur, où je vais me dire, tiens, c'est comme si je remets en question euh, ce que je dis ou ce que je fais euh, et sentir, est-ce que c'est bien cela que je veux porter ou dont je veux témoigner. Et Mhm. parfois, c'est pas simple, hein, parce que il y a parfois il faut traverser mais alors je vais trahir papa, je vais trahir maman, je vais trahir ou mes frères et sœurs, ou je vais trahir cet ami si proche. Waouh, Mhm. c'est c'est
je dirais, prendre conscience, c'est un mot que j'utilise beaucoup, mais je chemine au quotidien, moi, avec ce mot-là, conscience. Parce que c'est vraiment un cheminement d'une vie et euh, devenir ou être, comment je m'inscris, euh, euh, voilà, pour être de plus en plus apaisé dans mon cœur, dans mon être, quoi que je fasse, quoi que je dise et quoi que je fasse. Ouais, j'entends parce que enfin, moi, je vois ça souvent aussi en stage où les gens, enfin, les hommes, ils tiennent une sorte de loyauté. Alors, une loyauté dans le comportement, dans la croyance, dans ce qu'on a dit d'eux par rapport aux parents. Et en fait, en tenant cette loyauté, ça les blesse. C'est comme Oui, s'ils tenaient la flèche plantée dans leur cœur, mais c'est eux qui la tiennent. oui, Et que de dépasser ça, c'est hyper souffrant parce que c'est entre guillemets, renier papa et maman, quoi, d'une oui, certaine manière. Et c'est oui. ça qui est difficile. Oui, 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 Oui. c'est pas du tout simple à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'explique dans le livre et je le dis ça, où c'est les liens d'amour, par exemple, envers nos parents, c'est de l'amour. Et encore, ça demande du temps de comprendre ce que ça veut dire amour et d'être dans cet état d'être d'amour. J'allais dire, c'est un autre sujet. Et c'est sûr que de prendre conscience des liens d'attachement ou des choses des liens qui sont imposés parfois de lignées qui remontent à Mathusalem, eh bien, à un moment donné, il faut oser de dire non, ça ne m'appartient pas, ça, ce lien-là, je le coupe. Mais ça, c'est des liens qui sont des liens d'attachement et ce n'est pas des liens d'amour. Mm. Et, et c'est sûr que ça me demande un pas, un choix, de faire ce choix-là. Oui, c'est tellement, je vais dire, ça nous touche à nous. Dernièrement, là, j'ai fait un travail thérapeutique pour moi, hein, je suis allé voir une thérapeute et on est allé travailler sur la lignée de mon père et notamment parce que mon père était pied noir, donc ça remonte à la guerre d'Algérie. C'est que maintenant, à ce jour, que j'ai pris conscience de choses là dont j'avais pas conscience, qui me, qui me pesaient ou qu'il fallait que je dise, OK, ça, je m'en sépare, en tout cas, je le remets dans l'amour et la lumière, mais j'ai pas à me limiter avec les horreurs qui se sont passées à ce moment-là ou ces espaces-là. Mais j'adore la BD et j'ai lu une BD dernièrement là, qui parlait dans les îles, tout ce qui est au moment de l'esclavage, au moment de la colonisation. Mais pour moi, c'est comme si je prends conscience de l'humanité de l'humanité au sens large. Et je me dis, mais waouh, d'aller nettoyer tout ça, là, toutes ces mémoires et tout ça là waouh, à la fois ça prend du temps et c'est indispensable et c'est obligatoire que nous les hommes, je dis nous les hommes, c'est nous les hommes et les femmes, on, on prenne soin de ces dimensions-là et d'apporter au maximum la guérison et de la lumière Mm. pour pouvoir avancer. Moi, il y a quelque chose qui m'a touché dans ton livre, c'est au début, tu parles aussi souvent il y a une phrase, c'était dis-moi où tu es blessé et je te dirai où est ton trésor. Oui, Ça, je trouve ça aussi intéressant parce que
Euh, Moi, j'ai toujours l'impression que j'ai passé la moitié de ma vie à lutter contre mes blessures, mais qu'il y a quand même quelque chose derrière qui est présent et que c'est peut-être ça qu'il faut aller découvrir, en fait. Ah oui, totalement, hein. Je ne sais pas comment elle m'est venue cette phrase, mais je l'adore et c'est vraiment, dis-moi là où tu es blessé, je dirais là où est ton trésor. Je le partage dans mon livre où je donne un exemple à ce niveau-là. C'est vraiment, parfois, je fais attention aux mots que j'emploie. J'allais dire on, mais je peux dire je. De toute façon, le je, je peux me l'approprier pour chacun des personnes qui nous écoutent, par exemple. Je vais me battre ou je vais, dans un premier temps, je vais surtout pas voir une blessure ou quelque chose qui m'a blessé. Mais après, une fois que j'ai fait, j'allais dire, le travail de base pour aller rencontrer cette blessure, je vais essayer parfois je veux qu'elle soit plus là. Je veux qu'elle disparaisse de ma vie. Mais pour moi, j'allais dire, ma vision ou ma croyance et mon éthique à ce niveau-là, c'est surtout de ne pas être dupe de moi-même à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je dis, dis-moi où tu es blessé, je dirais, ouais, ton trésor, parce que une blessure, je vais suffisamment lui amener de la guérison, la, la, la penser, l'adoucir, la polir. Mais, quelle que soit la blessure, il y a toujours une cicatrice, et la cicatrice, elle va devenir de plus en plus douce. Et c'est quand elle devient doux cette cicatrice, eh bien, c'est là où je vais aller regarder mon trésor. C'est quoi que j'apprends, ou c'est quel enseignement, ou c'est quelle force, ou quelle capacité ou expertise que je prends de cette blessure. Et c'est ça, j'allais dire, c'est ça le merveilleux de l'humanité, en tout cas de notre humanité actuellement. Ah ouais, c'est indispensable à ce niveau-là. Et j'allais dire, c'est la porte de sortie, de toute façon. Euh, Et cette cicatrice, cette blessure, il y a des moments dans mon quotidien, que ce soit au travail ou en allant chercher mon pain ou dans ma famille, eh bien, il y a des moments où elle va comme ressortir à pic, comme ça, à vif. Et là, ça va me demander d'être dans la seconde, d'être conscient de ce qui monte et de comment je vais réagir et non pas m'adapter. Et il y a d'autres moments où plus ça va être adouci, et bien, plus je vais être dans l'accueil de ce qui se passe ou de l'événement qui surgit et de ce fait y répondre avec une ouverture, une compréhension et un accueil surtout. Un accueil de mon humanité, j'allais dire vulnérablement puissant et puissamment vulnérable. Moi, j'ai noté par rapport à ce que tu disais à l'instant, qu'il y a des moments où, bon, la blessure, tu peux la voir, il y a des moments où tu peux l'accueillir. Tu parles d'une anecdote dans ton livre, à un moment donné, tu parles d'un stage de danse, justement. Pardon. Je suis un peu malade, mais tu parles d'un stage de danse où, justement, quand tu danses avec quelqu'un, tu es au contact de la personne et là, il te remonte tout j'allais dire, le traumatisme de certaines expériences de quand tu étais jeune, que tu parles dans le livre. Et là, toi, tu arrives avec la conscience que tu as de voir que c'est quelque chose qui est en lien avec le traumatisme et de pouvoir j'allais dire, l'accompagner pendant la danse pour que ça se passe bien et que finalement personne s'en rend vraiment compte.
mais que ouais, toi, tu sais ce qui s'est passé et tu as pu vivre enfin, j'allais dire cette libération. Ça, je ouais. trouve ça chouette aussi. Oui, oui, oui. Pour moi, euh, euh, c'est un outil j'allais dire que j'ai appris et dont je me suis fait mien, cet outil-là, quand j'ai conscience que je suis en contact avec une blessure ou une émotion là, qui me remonte par rapport à quelque chose qui s'est passé dans mon passé, hein, et que ça s'est réactivé. Quand je dis que c'est dans la seconde, c'est vraiment dans la seconde dont je dois m'en occuper. C'est, en tout cas, quand quand c'est possible, oui, quand c'est possible, eh bien, je vais gérer deux choses en même temps, ce qui se passe à l'intérieur de moi et mon rapport à l'autre, euh, pour, j'allais dire, continuer d'être un rapport à l'autre, en tout cas là, dans cette anecdote-là, et où l'autre, je suis responsable, 100% responsable de ce qui m'arrive. L'autre, il a rien à voir avec ce que je sens ou l'émotion ou la blessure. L'autre, il a rien à voir avec ça. Je suis que responsable à 100% de ce que je ressens et de ce que je vis. Donc, c'est que à moi de le prendre en charge, ça. Et là, par exemple, dans cette anecdote, ça a été à la fois seconde par seconde, j'étais à l'intérieur de moi de prendre soin de cette blessure qui me submergeait et dans la seconde où je restais en contact dans la structure de l'exercice dans laquelle j'étais et de faire ce va-et-vient et sur le temps, eh bien, c'était une structure dans un stage particulier où il y avait aussi une musique qui accompagnait. Eh bien, j'ai réussi j'allais dire, à compléter, à amener la guérison, à en prendre soin et j'allais dire, oui, à amener la guérison nécessaire pour que ce soit paisible à cet endroit-là. Mais parfois, dans la vie, que ce soit au travail ou, euh, je sais pas, ça peut être aussi euh, sur l'autoroute et puis il y a il y a une voiture qui me fait une queue de poisson. Hein. C'est sur le moment, dans la seconde, euh, euh, je sois conscient de comment je vais réagir. Hein. Du moment que je réagis, ça veut dire que je dépends de l'autre. Alors que si je vais, comment je vais accueillir et comment je vais répondre, et dans ce cas-là, je suis congruent avec moi, avec la vie. Eh bien, dans la seconde. Mm. Et il y a des moments, en tout cas, moi, je sais que dans la seconde, j'y arrive pas. Encore aujourd'hui, il y a il y a certains événements et certaines réactions où je vais avoir conscience que j'ai réagi dans la colère ou dans le rejet ou dans, j'allais dire, critiquer l'autre. Et c'est après, quand je rentre chez moi ou quand ce rendez-vous est fini, et en cheminement, eh bien, je vais, moi, entre moi et moi, je vais me dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai senti? Comment j'aurais pu répondre plutôt que de réagir de cette façon-là? Et de quoi je prends conscience et qu'est-ce que quelle partie de moi je vais aimer, dont je vais prendre soin. En général, pour beaucoup de réactions, de toute façon, ça correspond à ce qui s'est passé dans mon enfance. Hein. Mm. Pour beaucoup de nous, en tout cas pour moi, parfois quand il y a des réactions
intempestive comme ça, où c'est oui, c'est des événements de mon enfance c'est vraiment à ce niveau-là que moi j'ai l'habitude de faire ce geste-là où pour moi, quand je fais ce geste-là, c'est le petit Patrick dont je prends soin, où je lui dis, je lui adresse la parole, je lui dis, tout va bien, viens dans mes bras et que je te fasse un câlin. Mhm. Pour moi, c'est très concret, cette dimension-là. Ne serait-ce que de poser ma main sur le cœur et de façon, j'allais dire, télépathique, je m'adresse à mon enfant intérieur. Mhm. Ouais. Moi, ça me fait penser à, parce que ton témoignage, il me fait penser à plein de choses. La première, c'est de se dire que ça prend du temps de travailler sur soi, enfin de grandir. Parce que là, quand tu disais, j'y arrive pas encore dans la seconde à voir ce qui se joue et tout, entre guillemets, j'allais dire heureusement, tu es encore humain. Mais oui, Oui, parce que enfin, j'allais dire le chemin normal, c'est que au début, enfin, j'allais dire, on va réagir, ok, on voit pas l'implication qu'il y a. Après, on voit qu'on réagit par rapport à quelque chose. Après, je vais voir que ah, j'ai encore réagi, mais je prends conscience juste après la situation. Après, c'est je prends conscience pendant la situation. Et après, je vois l'autre arriver dans son fonctionnement, me dire, ah, attention, il y a ça qui va se réveiller. Mais oui, ça, c'est un chemin qui prend, pour moi, qui prend des années oui, de se, pour se traquer, quoi. Traquer ses réactions, traquer ses comportements, d'où ça vient, quelles injonctions ou quelle loyauté je tiens en réagissant comme ça. oui, Mais, parce que dans ton livre, tu parles aussi de la nécessité de se faire accompagner, qu'à un moment oui, donné, c'est impossible à quelqu'un de vouloir, de pouvoir vouloir évoluer tout seul. oui, Mais moi, j'en viens toujours à l'histoire de Kirikou avec la sorcière qui a une épine dans le dos. En fait, elle est méchante parce elle est en réaction parce qu'elle a une épine dans le dos. Et si on est conscient, on sait très bien que notre dos, donc notre inconscient, on ne peut pas l'atteindre tout seul. Qu'on a tous besoin de l'aide de quelqu'un, d'une autre vision, d'un autre filtre pour nous dire, bah, regarde, tu es construit comme ça, est-ce que tu avais vu que tu étais construit comme ça? oui, oui, totalement, hein. En tout cas, pour moi, c'est évident parce que j'ai baigné, j'allais dire très tôt, de par euh, euh, autant ma première compagne que ma deuxième compagne, eh bien, elles évaluaient dans ce milieu-là de l'accompagnement. Et donc, pour moi, c'est quelque chose d'évident. Mais moi, je le vois bien, hein, même rien que dans ma famille, au niveau de certains de mes frères et sœurs, où ça ne fait pas partie de leur vie de cette notion de se faire accompagner. Donc, il y a un endroit si on prend là, ce qui me vient là, c'est la fameuse résilience. Mais quand on prend, en général, les exemples, c'est beaucoup relié aux personnes Seconde Guerre mondiale, ceux qui ont été internés dans les camps et compagnie. Mais de toute façon, il y a des guerres actuelles aussi, hein. Mais je dirais, revenons même à ici et maintenant, par rapport suivant le système familial dans lequel j'ai vécu, il y a des systèmes familiaux où il y a une violence physique exacerbée, hein, et cette notion de résilience, elle est bien, elle s'inscrit bien à cet endroit-là. Et euh, à ce niveau-là, parfois, c'est la vie qui va venir me chercher d'une façon, j'allais dire, plus ou moins consciente ou inconsciente, pour que je me sorte de là. Et parfois, ça va être des rencontres. Mon voisin, quelqu'un à mon travail et qui va avoir une parole
et qui va me faire cheminer. Euh, Là, ça passe, j'allais dire, obligatoirement, ça passe par l'extérieur, mais ça va être peut-être une phrase que je vais lire dans un livre ou dans un article ou autre. Mais et c'est sûr que un stage de développement personnel ou une thérapie, ben, ça permet d'aller, j'allais dire, plus vite là où, dans ce passage-là vers la lumière. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les stages, les thérapies, pour moi, c'est des boosters. En fait, on va prendre les outils de gens qui ont déjà fait le chemin. Donc, au Oui, lieu de passer toute sa vie à les gratter, entre guillemets, d'essayer de comprendre tout seul, bah, notamment dans ton livre, tu parles des 5 blessures de l'âme. Bon, bah, déjà, d'aller prendre conscience de comment je suis blessé. Tiens, c'est quelle blessure qui résonne? Ça va plus vite de comprendre que je suis plus dans la blessure de rejet ou d'abandon ou de trahison, au lieu de vivre 30 000 expériences avec des compagnes différentes jusqu'à que je sois rejeté et tout ça, pour me dire, ah oui, peut-être que... Ou oui, c'est comme à un moment donné, tu parles aussi des injonctions, des injonctions qu'on retrouve le plus souvent en lien avec l'enfance. Ben, quand on peut-être voir quelle injonction est la plus présente pour soi, ça nous fait gagner du chemin, en fait. C'est tout à surtout ça. fait. Moi, je le vois comme ça. Ça veut dire que moi aussi, je suis en accompagnement régulièrement pour moi, hein, depuis 20 ans, tous les mois, avec différents thérapeutes, mais parce que je sais que c'est ce qui m'aide à aller plus en lien avec moi-même, être plus congruent, être plus vertical, et que c'est pas parce que je vais mal, j'ai l'impression que je vais très très bien dans ma vie, mais n'empêche, je continue à me faire accompagner pour enlever encore des couches de l'oignon et aller encore plus profond, et c'est un chemin, quoi. Oui, 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 c'est vraiment un chemin, euh, vraiment un choix, et ça s'inscrit d'une façon simple. Euh, et et c'est sûr que c'est pas, il n'y a pas besoin d'être totalement désespéré euh, pour, euh, pour enlever les couches d'oignon, comme tu dis. C'est vraiment des parties de moi euh, dont il faut dont je dois prendre soin, que je dois Mm. accueillir et que je dois câliner, que je dois materner et que je dois honorer. Euh, c'est vrai que là, je fais le lien avec ces termes-là de, du doudou. Et c'est une question que j'ai posée dernièrement. Là, j'anime un cercle d'hommes à Toulouse. Et j'ai posé cette question au cercle d'hommes présents et je leur ai dit, je leur ai demandé qui a un doudou. À mon stage homme, ça, je le pose aussi, je la pose régulièrement, cette question. Mais j'allais dire, la question, elle est très claire. C'est un tout physique, hein, c'est vraiment, c'est une peluche, c'est un, c'est quelque chose, c'est un objet qui est physique. Et je dis bien aux hommes, et ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, que si j'ai encore un doudou de quand j'étais enfant, si c'est le même, il n'y a que moi qui le touche. Par exemple, si je suis un homme, si c'est mon doudou à moi, ma femme ne le touche pas et mes enfants ne le touchent pas. C'est assez important que sur un plan physique, c'est mon énergie. C'est un objet qui est extrêmement précieux, extrêmement, j'allais dire, vulnérable et précieux. Mm. Oui, parce qu'en fait, il faut pas faire l'amalgame entre pour moi, dans ce que j'entends, ce que tu dis, c'est que le doudou, il devient un objet thérapeutique, parce que Oui, j'objétise, donc je mets à l'extérieur de moi mes émotions, ma vulnérabilité, et peut-être oui, que d'aller prendre mon doudou et peut-être de lui parler, de se dire, ah ben là où j'en suis, tiens, en ce moment je vis ça, tout ça, que c'est pas infantilisant ou débilitant, mais c'est juste un, un objet thérapeutique de se dire, ben
ce que j'arrive peut-être pas à gérer tout seul, je peux l'extérioriser de cette manière-là. Ouais, Finalement, que ça soit un objet, un doudou, quel que soit l'objet, finalement, parce que c'est juste de mettre à l'extérieur de soi, de prendre de l'habitude de mettre à l'extérieur de soi des émotions ou des choses que j'arrive pas à gérer, ou des doutes, pour plus les garder, totalement, quoi. hein. Ouais, oui, C'est un totalement. objet magique, finalement. Oui, complètement. Et pour moi, l'erreur qui est faite au niveau de l'éducation, c'est, on voit bien les enfants, les bébés et les très jeunes enfants, ils ont un doudou et quand il y a la perte d'un doudou, c'est une catastrophe. Il y a vraiment un déchirement là au niveau de l'enfant. Et c'est important parfois par un subterfuge d'aller en acheter le même pour lui dire tiens, on l'a retrouvé. Parce que parfois l'enfant est vraiment inconsolable. Mais l'erreur qui est faite, c'est. Moi, j'ai le cas et j'ai lu des excellents articles là-dessus ou au contraire, si au lieu d'arriver à un certain âge, de leur dire non, ça maintenant, tu dois t'en séparer, non, un enfant qui grandit avec son doudou et qui j'allais dire, qui traverse les âges, va faire de ce futur adulte un adulte responsable et qui va prendre soin de ses émotions. Et il va apprendre de par cet objet tiers, de prendre soin de lui et ensuite d'être en relation avec l'autre et de demander de l'aide s'il y a besoin et vraiment de prendre soin de soi dans le sens d'être responsable, où je vais m'occuper de moi dans le sens où pour moi, je suis 100% responsable de ce qui m'arrive. Mais Mm. je fais attention quand je dis ça, parce que euh, c'est pas simple ça demande qu'il y ait un certain cheminement qui a été fait et qui est acquis à ce niveau-là. Parce que quelqu'un qui vient euh, qui vient de subir euh, une agression ou quoi que ce soit, c'est pas le moment de lui dire tu es 100% responsable de ce qui t'arrive. C'est Oui. pas du tout le moment. Mais quand il y a suffisamment quand la guérison a été suffisamment acquise, eh bien, là, je m'inscris dans l'adulte congruent, où je vais prendre soin et je vais parler en je et non pas en on. Mm. Et de ce fait, je vais congruent, je fais ce que je dis ce que je fais. Et vraiment, dans ce cas-là, je vais, moi, prendre responsabilité pour toutes mes réactions. De toute façon, les réactions, c'est Mm. que je, je, je suis dans l'autre, c'est l'autre qui est responsable. Réaction, c'est l'autre qui est responsable. C'est comment je réponds. Et là, c'est moi qui suis responsable. Donc, je prends soin de ce qui vibre en moi. Mm. C'est prendre, finalement, c'est prendre la responsabilité de son état intérieur. Oui, De... Moi, j'aime bien parce que je rebondis parce que dans ton livre, tu parles d'une anecdote aussi dans une société. Je pense que quand tu étais jeune, tu parles d'un directeur commercial qui, à ouais, la fin de la journée, tous les jours à la même heure, il sortait de son bureau, il crie un bon coup, il ouais, rentre dans son bureau. Et au début, quand tu arrives dans la société, tout le monde te dit non, mais c'est lui, là, t'inquiète, il est un peu bizarre et tout. Alors que ce mec-là, il a tout compris. Parce oui, qu'en il a tout fait, il prend compris. la responsabilité de tout ce qu'il a énervé dans la journée, il l'évacue un bon coup, et en fait, après, tout va bien. Ouais,
Mais ça, je trouve ça génial, en fait. Ah, c'était pour moi, moi j'en suis ravi d'avoir vécu ça. Pour pas le nommer, c'était un grand groupe, Quick, pour pas le nommer. J'ai eu la chance de travailler dans. C'était au temps où je vivais à Paris. Et c'était incroyable ça. Mais c'était en fait au moment où je commençais à avoir, à prendre conscience un peu de tous ces outils-là et à quoi ça sert de faire un travail sur soi et tout ça. Donc, c'est sûr que la première fois, j'étais surpris, mais en fait, j'ai très vite compris, ah ben, en fait, c'est ça qu'il fait, cet homme. Et c'est un cadeau incroyable, comme quoi on peut aussi être enseigné dans notre quotidien, dans le cadre de notre travail, quand je vais faire mes courses ou quand je vais me balader dans la rue et dans le cadre de la cellule familiale. Je peux vraiment recevoir un enseignement hein, qui va vraiment m'apprendre quelque chose de profond. Mm. Parce que moi, moi, le paradoxe que je trouve là-dedans, c'est que cet homme-là, il a conscience qu'il y a des choses qui le mettent en colère, qu'il a trouvé un moyen pour l'évacuer, pour se dire, OK, moi, je crée un bon coup, comme ça, je vais pas crier sur mes employés, mais les Ouais, employés qui sont autour ne comprennent pas. À la limite, ils disent, non, mais lui, il est un peu dingue, quoi. Faut le ouais, laisser faire, c'est son truc à lui, mais il est un peu dingue. Alors qu'en fait, il a peut-être compris qu'il fait ça pour qu'il y ait des bonnes relations et qui vide pas sa colère sur les autres autour ou sur ses employés. Mais c'est intéressant de voir que, tu vois, je te disais, le paradoxe, c'est que lui, il a conscience qu'il faut qu'il gère quelque chose, mais à la limite, les gens, ils pourraient reconnaître ça et puis se dire, ah ouais, mais c'est génial ce qu'il fait, on va tous faire pareil, on va tous être zen. Mais comme si, tu vois, il y a un truc qui est encore pas vraiment reconnu dans notre société, quoi, de se dire, mais comment on fait pour finalement prendre soin de soi et que les gens voient que c'est comme ça qu'il faut faire, quoi, d'une certaine oui, manière. hein, ouais, ouais. Surtout que là, en plus, il y a de ça, il y a 30 ans hein, que ça s'est passé. Hein. C'est dans le milieu du travail, donc avec une certaine, un certain état d'être social. Et je pense que cet homme, d'abord, je ne sais pas du tout s'il avait, s'il faisait un travail sur lui, ça je ne sais pas, mais en tout cas, il l'a mené d'une façon inconsciente à faire lever le truc de la cocotte minute toutes les semaines. Il enlevait la pression de tout l'étage, parce que c'était sur un étage, et en tout cas à son équipe, il, 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 il leur amenait à lâcher la pression. Parce que l'air de rien, même si c'était plus ou moins bien accueilli par son équipe et les autres, mais inconsciemment, il faisait lâcher la pression aux autres aussi, pas que à lui. Oui. Oui, c'était une sorte de Et, catharsis. C'est comme, en fait, il ouais, canalisait. C'est comme des fois dans un groupe, il y a plein de tensions, il y a plein de non-dits, puis il y en a un qui va faire tomber le truc et qui va casser un objet parce que ouais, lui il canalise pour tout le groupe. Et souvent, c'est le bouc émissaire parce qu'on va dire oui, mais pourquoi tu as fait ça? Alors qu'en fait, il a juste de manière consciente ou inconsciente pris toutes les tensions de tout le monde et lui, il ouais, les a alchimisées, quoi. ouais, Donc, totalement, totalement. Ouais, ouais. Pour moi, moi, en tout cas, je le vois comme une richesse. J'ai appris ça dans un cadre du travail avec toutes les pesanteurs et les injonctions qu'il peut y avoir qui enferment un cadre de travail. Et je me dis, mais c'est une des plus grandes leçons que j'ai reçues, en plus par rapport à la colère, et la colère et les hommes, c'est un grand chapitre. D'une façon, j'allais dire, un peu d'une façon incongrue, j'ai reçu cette leçon-là dans ce milieu-là et moi j'en suis émerveillé. Je me dis, waouh, c'est une sacrée référence pour moi en tout cas, ça. ouais, c'était une belle expérience de vie. C'était pas Ouais, anodin que tu vois ça à ce moment-là, quoi. oui, oui, Ouais. oui, totalement. Toujours dans le même cadre, je veux bien. J'étais en direct avec
dans la cellule marketing et j'avais mon patron avec moi dans le même bureau. Et puis, pour, j'allais dire, faire le point, parfois, quand il me parlait et que je vois qui faisait le point sur moi ou qui me critiquait, entre guillemets, c'est comme si je devenais j'observais ce qu'il me disait et puis j'avais aucune émotion. Et il me disait, Patrick, j'ai l'impression que je m'adresse à un sapin là. J'ai plus aucune réaction. Ça a cheminé. Euh, 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 c'est comment que je me protège. Hmm. Mais ça, c'était totalement en direct avec mon système familial et avec, j'allais dire, avec cette violence-là de la part de mon père que j'ai reçue, physique, où comment après je me suis euh, adapté plus ou moins pour, socialement et dans mon travail, pour Hmm. juste sauver ma peau. Et ça a Hmm. été aussi, ça a cheminé parce que plus tard, je m'en souviens encore et je le prends en référence de dire vraiment cette écoute à la seconde de mon émotion ou de ce qui se passe à l'intérieur de moi, euh, elle peut être, elle peut apparaître n'importe où dans mon Hmm. quotidien. Et Hmm. c'est sûr que cette anecdote-là avec mon responsable, pour moi, je m'en sers pour être dans une écoute encore plus fine. Est-ce que je suis en train de me protéger de l'autre là par rapport à ce qu'il dit, ou est-ce que je suis en train de me mettre en position méta? En plus, ce terme-là, il est beaucoup à la mode en ce moment, mais je m'extrais juste pour pas sentir. Et le propos, c'est de sentir. Au contraire, c'est là où je vais être plus vivant. Hmm. Et il y a vraiment nous avons vraiment à accueillir et à aimer ce vivant. Et même si ce vivant est explosif, eh bien, plus je vais l'aimer, plus je vais me le faire mien, cet explosif. Ouais, mais ça, pour moi, ça demande du temps, ça, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est enfin, on passe la moitié de sa vie à vouloir guérir à ne pas avoir mal, à ne pas vivre les situations qui nous font mal, et au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il y a un shift et une compréhension et de se dire oui, mais déjà, je suis responsable de cette situation, enfin, j'ai ma part de responsabilité. Donc, si ça m'a fait mal, c'est qu'il y a quelque chose auquel j'ai pas été aligné, enfin, avec moi-même. Ah, je me suis pas respecté, ou j'ai pas osé dire, ou j'ai trop dit, ou j'ai envahi, ou je me suis pas écouté. Et après, il y a de prendre conscience que, j'allais dire travailler sur soi, enfin, vouloir grandir, c'est aussi accepter les situations désagréables. Et que quand Oui, c'est désagréable, il faut que je puisse aimer aussi la situation parce qu'il y a un bénéfice derrière. Mais tout ça, c'est un cheminement qui prend des années. oui, Parce que c'est comme si chaque marche, on arrive au bout, on bute, et des fois ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans de se dire ah mais oui, c'était ça, et hop, il y a une autre phase qui s'ouvre. oui, Mais moi j'entends que maintenant, moi aussi, c'est pareil, quelque chose qui est désagréable, je vois plutôt l'opportunité dedans de me dire ok, qu'est-ce que j'ai pas compris, ou c'est quoi l'opportunité, ou qu'est-ce qui va m'amener à grandir, c'est quoi le trésor qui est là. Mais il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 5 ans, je le voyais pas, peut-être pas de la même manière. oui, Donc c'est aussi être patient sur oui. ce chemin-là, quoi. Oui, hein, d'être patient. Tu vois, ce que tu dis là, ça m'évoque une anecdote, par exemple, avec mon ex-compagne en début de vie de couple. Euh, Elle aimait bien manger le soir un yaourt ou un truc comme ça, et de ce fait, elle laissait la cuillère dans l'évier.
pour elle, quand elle vivait seule, elle avait l'habitude donc de faire la vaisselle le matin. Mais moi, par rapport à mon système familial, le soir, quand j'arrivais dans la cuisine et que je trouvais ça pas propre, que c'était un bordel, entre guillemets, il a fallu que très vite, j'apprenne comment je vais lui dire, plutôt que de maugréer et de la critiquer à l'intérieur de moi, hein, et que ça fasse un conflit entre elle et moi. Comment j'ai pris où j'ai pris responsabilité, où je lui ai dit, ben voilà, quand tu laisses la cuillère, moi, ça me renvoie à mon système familial, où c'était le bordel à la maison, c'était pas propre, et pour moi, ça me met dans des états pas possibles. Est-ce que tu peux au moins juste laver la cuillère et la mettre dans le sèche-vaisselle? Et j'allais dire, c'est des petits événements de cette sorte-là dans le quotidien qui va faire que je vais prendre responsabilité et je vais rendre paisible ma relation à l'autre. Parce que Mm. si je suis seul euh, pour gérer mon chez-moi, c'est archi simple, hein. De toute façon, c'est Oui, archi simple, même que si que je sois hyper dans le perfectionnisme ou alors dans le laxisme le plus total. Euh, c'est à moi d'en prendre plus ou moins conscience. Mais quand il y a l'autre, dans le couple, eh bien, c'est vraiment d'être conscient de comment je vais l'aimer et de ce fait, comment je vais fluidifier encore plus cette relation au quotidien. mm. Oui, oui. J'aime bien donner cet exemple parce que je trouve actuellement c'est vraiment particulier par rapport à cette ouverture que nous vivons sur un plan énergétique et de connexion j'allais dire même en 3 4 ans, là, il y a des ouvertures de connexion qui sont beaucoup plus grandes qu'avant, ça c'est sûr. Mes pensées. Je sors de chez moi et je vais travailler. Suivant si je pars en voiture ou si je pars à pied pour aller chercher le bus, par exemple. Mais juste, je prends ces 2 minutes-là, à partir du moment où j'ai fermé ma porte de chez moi à clé et j'ai marché 2 minutes. Est-ce que je suis capable d'être conscient de toutes les pensées que j'ai eues en 2 minutes, durant ces 2 minutes? Mais pour moi, c'est vraiment au quotidien de d'être, de ramener à ce niveau-là. Est-ce que mes pensées, est-ce que, tiens, ouais, tiens, il faut que je fasse ça, il faut que je traite tel dossier, tiens, il faudra que je dise ça à ma femme ce soir, tiens, il faut que je pense à acheter ça pour ma fille ou mon fils. Enfin, les mille. Il est dit que dans une journée, un être humain a entre 70 000 et 90 000 pensées. Mais pour moi, mon plus gros travail au quotidien, c'est à ce niveau-là. Quand je m'assois dans le métro ou dans le bus, qu'est-ce que je dis de l'autre? Est-ce que je dis, tiens, celui-là, il a une sale gueule, ou tiens, celle-là, elle pourrait sourire? Ou est-ce que je suis juste là en présence à moi-même, à l'écoute, et en me disant, tiens, là, je pourrais réagir de cette façon-là ou pas. C'est à ce niveau-là le cheminement au quotidien qui se place, hein. Ouais. Ou d'être juste dans la gratitude parce que je suis vivant, je sens mon corps, il y a du Oui, soleil, je vois des belles choses. oui, Et c'est ça. oui, Mm. oui, oui, totalement, hein. Moi, je vois que quand je sors et j'ai pas de voiture, donc je me déplace beaucoup en transport en commun, là, à Toulouse.
j'ai à peu près dans les 300-400 mètres à faire pour aller au bus, mais pour moi, c'est important de regarder le ciel, de regarder les nuages. Je vais même jusqu'à regarder la forme des nuages. Et je regarde les fleurs ou les balcons ou les jardins des maisons. De me nourrir, c'est quoi qui m'émerveille dans mon banal du quotidien? C'est comment je me nourris et que je souris aux gens que je croise. Voilà, ça, c'est important. Bah, tu l'abordes dans ton livre aussi. À un moment donné, tu parles de se nourrir du beau, de beau, mais pour moi, ça rejoint, on en revient à la responsabilité, parce que finalement, ça me fait penser à un proverbe amérindien où il y a le grand-père qui dit à son fils, oui, à l'intérieur de nous, il y a deux loups qui existent, un qui est en lien avec la colère, la haine, et un qui est en lien avec l'harmonie, le beau, et le gamin lui dit, bah, c'est lequel qui gagne? Bah, c'est celui qu'on nourrit, en fait. Et Mm. pour moi, le masculin sacré, c'est aussi ça, c'est prendre la responsabilité de me dire, je veux aller dans cette direction. C'est, Oui, je veux aller vers la lumière, vers le beau, vers l'harmonie. Je l'acte et je pose, enfin, je le décide et je l'acte au quotidien. Donc, oui, je vais nourrir le beau. Je vais essayer de travailler au maximum sur toutes les parts de moi qui mettent de la disharmonie. Je pose des actes et j'ai des actions concrètes dans le monde qui vont dans ce sens-là. Voilà quoi, je peux pas être dans le masculin sacré, je sais pas, travailler sur moi et puis, je sais pas, vendre des armes à des enfants soldats en Afrique quoi. Il y a un truc, c'est pas cohérent à un moment donné dans l'histoire quoi. ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Moi, je vois, j'ai un gros test. C'est même, je suis pas sorti de la résidence où j'habite et il y a un papier par terre. Eh bien, il y a des jours où j'ai suffisamment de ressources et je suis connecté et je me baisse, je ramasse le papier et je sais qu'il y a une poubelle après dans la rue et je le pose dans la poubelle. Et il y a des jours où je ne le ramasse pas. Je, le propos, c'est que je sois aussi OK avec moi, entre moi et moi. Euh, mais cependant, voilà, c'est à quel niveau, quand je chemine, c'est à quel niveau je m'implique et comment je vais. C'est l'histoire du colibri qui amène sa goutte d'eau, hein. Alors, il y a des moments où ma goutte d'eau, eh bien, je vais ramasser ce papier, et il y a d'autres moments où le papier, je ne vais pas le ramasser. Et je m'aime quand même. Oui. Ouais. Ah, J'ai- J'aime bien puis- quand même avec M apostrophe AIME, quand même. hmm. Ah, déjà, pour moi, c'est ça, c'est s'aimer quoi qu'il arrive. Comme on disait tout à l'heure, des fois, je me vois être en réaction dans des trucs, et ben c'est ok, je m'aime quand même, de me dire, ben, j'en suis encore là, et j'ai Ouais, pas tout réglé, et je vais pas me flageller en me disant que je suis mauvais, ou non, T'as une citation que j'aime bien À un moment donné, t'as cité une phrase de Christophe André, alors je ne sais pas qui c'est, mais et qui dit chaque fois qu'on pose un acte de tendresse, d'affection, d'amour, on modifie un tout petit peu l'avenir de l'humanité dans le bon sens. ouais, Et pour moi, je le vois autant un acte d'amour ou d'affection vers l'extérieur, mais aussi vers soi. De se dire envers quand je m'aime, soi-même. même quand je m'aime, quand je me vois pas bien bancal avec mes ombres, si je m'aime à ce moment-là, je modifie le monde parce que ça tranquillise quelque chose, quoi. Oui, 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 oui. Et c'est important euh, de l'acter dans son quotidien. Dans le livre, je partage un homme qui, lui, pour une partie de lui-même, dans son intérieur, s'est acheté une chemise en soie et pour lui, Mm. ça correspond à une partie à lui-même. Mais par exemple, euh, moi, parfois, quand je sais que j'ai accompli telle tâche ou que j'ai fait telle chose et que je trouve que je suis content de moi et que je suis émerveillé par la vie, mais ça m'arrive parfois de je vais m'acheter une pâtisserie que j'aime, et
la pâtisserie que j'achète, c'est réellement pour aussi l'offrir à l'enfant que j'ai été, que quand j'étais enfant, j'adorais cette pâtisserie-là. Et c'est important que moi, adulte, je, je m'offre aussi des cadeaux qui vont être de l'ordre d'une pâtisserie ou qui va être d'aller m'asseoir 3 minutes, par exemple, au bord de la Garonne, ou m'arrêter devant une magnifique plante et d'être émerveillé par cet arbre. Là, dernièrement, il y avait un ginkgo avec les feuilles toutes dorées. Et ben, j'ai pris 3 minutes pour l'admirer. C'est important de le ramener au quotidien et d'être conscient qui je nourris, c'est quelle partie de moi que je nourris, celle de ce jour ou celle qui a eu 20 ans, qui a eu 5 ans. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Hmm. Euh, ça fait bientôt, je pense, que ça fait un peu plus d'une heure qu'on est en interview. Oh, ça passe Pas vite, trop. hein, c'est incroyable. Ça passe hyper vite parce que moi, j'aurais plein de trucs à rebondir encore sur des anecdotes du livre. Euh, mais j'aimerais bien aussi, avant qu'on puisse clôturer, qu'on parle, parce que dans ton livre, tu expliques un petit peu les bases d'un cercle d'hommes pour Oui, justement les hommes qui ont envie peut-être de créer des cercles. Tu fais un petit chapitre quand même justement sur comment toi tu amènes les cercles d'hommes que tu mets vraiment des bases concrètes. Tiens, on va se sauger, tiens, on va ouvrir le cercle comme ça et tout. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, au moins que ça laisse voilà, des pistes aux gens qui ont envie derrière. oui. Est-ce que, je sais pas, tu as envie d'un petit peu de parler des cercles d'hommes, parce que tu en as animé beaucoup, et tu en animes encore, toujours. Oui, 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 oui. Oui, pour moi, c'est important parce que on nous apprend pas. C'est sûr que les générations qui arrivent en ce moment, elles sont beaucoup plus ouvertes que nous, que moi quand j'étais plus jeune. Et c'est, c'est indispensable que les hommes se retrouvent entre eux pour parler, pour échanger. Les femmes, elles ont, de par leur lune et de par ce cycle intérieur qu'elles ont sur un plan mensuel, elles sont, j'allais dire, intrinsèquement, elles ont cette écoute intérieure du fait de ce cycle qui se passe en elles. Nous, les hommes, nous devons nous reconnecter à notre propre cycle aussi mensuel, qui est connecté aussi avec la Lune, avec le Soleil. Il y a vraiment, nous devons réapprendre à se connecter. Mais les femmes, elles, de par cette écoute cyclique mensuelle intérieure, elles, elles ont cet accès naturel, très facile, de parler entre elles. Et de ce fait, il y a ces cercles de femmes qui existent depuis très longtemps et où il y en a beaucoup. Nous, les hommes, il y a vraiment, il faut parfois insister pour qu'ils se réunissent. Et parfois, la question basique, c'est mais à quoi ça sert et qu'est-ce que je vais faire moi dans un cercle d'hommes? Et surtout quand il n'y a pas, quand l'homme n'a pas cette notion de travail sur soi ou n'est pas trop ouvert sur un plan spirituel, se rendre compte que ne serait-ce que de se retrouver avec 6, 7 hommes en plus de lui, et que des hommes vont partager ce qu'ils vivent dans leur quotidien ou de leurs questionnements ou de leurs difficultés, se rendre compte qu'il n'est pas isolé et que il est enrichi
par le partage des uns et des autres. Et qui se rend compte que lui, quand il va parler, eh bien, qu'il est écouté, qu'il est reconnu et qu'il va recevoir juste cette écoute-là. Surtout si dans son système familial, il n'a jamais pu parler ou ses parents n'ont jamais fait preuve d'écoute envers lui. Mais c'est précieux. Pour moi, si c'est juste ça, entre guillemets, mais ça vaut le coup de faire partie d'un cercle de parole d'homme, hein. C'est sûr, hein. Moi, j'ai la chance d'avoir côtoyé, d'avoir côtoyé, d'avoir comme ami Guy Corneau. Et pour moi, c'est une référence pour les cercles de parole d'homme. C'est lui qui a créé ça au Canada dans les années 80-90. Et ensuite, c'est passé du Canada en France. Et pour moi, j'ai une base dans les cercles d'hommes dont je me sers de par ces cercles d'hommes qu'il a instaurés lui. Et moi, j'améliore par rapport au fait de fermer le cercle dans un premier temps pour fédérer, pour qu'il y ait une base entre les hommes. Pour la petite histoire, quand j'ai quitté Paris en 2017, suite à ma séparation avec mon ex-compagne, j'avais deux cercles d'hommes à ce moment-là. Il y en avait un où ça faisait 10 ans qu'il existait et un autre ça faisait 12 ans qu'il existait. Donc, comme quoi, un cercle de parole, et en général, on se réunit une fois par mois. Comme quoi, ça peut vraiment durer dans le temps. Et c'est enrichissant. Et c'est vraiment, ça peut être comme aussi une rencontre euh, euh, qui va rythmer mon mois et mes années. Euh, Là, à Toulouse, ça va faire presque 3 ans maintenant que le cercle existe. Euh, mais c'est vraiment, le cercle de parole peut vraiment s'inscrire et dans la durée. En même temps, il y a euh, j'ai été souvent invité en tant qu'intervenant dans des festivals masculins-féminins et j'ai proposé un atelier de cercle de parole d'hommes, mais là, un atelier dans un festival, ça dure entre 3 quarts d'heure et 1 heure, hein. Mais rien que là, je sais qu'il y a des hommes qui sont venus me voir après cet atelier et qui m'ont dit, Patrick, voilà, j'habite dans telle région, est-ce que tu connais un homme qui a déjà créé un cercle d'hommes ou moi je suis intéressé. Là, depuis la sortie de mon livre, j'ai des hommes qui m'ont contacté et qui m'ont demandé, ben voilà, ça m'a donné envie voilà, j'ai tel cheminement sur moi et j'ai envie de créer un cercle. J'habite dans tel coin de la France et je veux créer. Et là, moi, j'en suis ravi. Je leur envoie, j'ai des protocoles par mail, je leur envoie et puis je fais que, je suis émerveillé et que de les motiver, ces hommes. Si tu sens à l'intérieur que tu as envie d'en créer un, fais-le. Surtout, écoute, parce que c'est ta vérité intérieure. Et écoute ça et puis va chercher les infos où tu les trouves et lance-toi. C'est important de se retrouver en toute humilité, simplicité et profondeur et d'échanger, de parler. Alors, c'est sûr, moi, il y a un protocole dans le livre et un cercle de parole d'homme, moi, je l'anime d'une certaine façon, mais ne serait-ce que déjà d'amener un thème et de pouvoir parler autour de ce thème, de prendre une demi-heure ou 3 quarts d'heure, 1 heure autour d'un thème, eh bien, waouh!
ça vient enrichir, hein. Il y a beaucoup d'hommes, de mes cercles d'hommes qui témoignent après, quand ils rentrent à la maison, dans leur cercle familial, avec leur femme et leurs enfants, ils, ils changent leur façon d'être. Et ça, Parce que pour moi, il y a pas meilleur cadeau. Je rebondis, si tu permets, là, rapidement. Euh, de- de- euh, euh, quand je quitte le cercle d'hommes et que je suis en train de rentrer chez moi, ça m'arrive souvent de dire, mais je fais le plus beau métier du monde. Je disais ça surtout aussi quand je sortais euh, à Paris, quand j'accompagnais quelqu'un en bassin d'eau chaude, que je sortais d'une séance et j'étais sur mon scooter pour rentrer à la maison et je disais, mais je fais le plus beau métier du monde. Parce que je suis à ma place à ce moment-là, en tant qu'accompagnant, thérapeute ou guérisseur ou animateur. Et j'ai été un peu choqué. Dernièrement, j'avais posé la question à une amie, hein, qui travaille, qui a un poste de haut cadre dans un organisme, et je lui disais, mais toi, est-ce que tu dis que tu fais le plus beau métier du monde? Et elle a mis du temps à me répondre, et elle me disait, mais non, je ne peux pas dire ça. Et ça m'avait surpris. C'est important pour moi, dans ce que je fais, ou dans ce que je suis. Et est-ce que comment je sais que je suis à ma place, et est-ce que je peux dire, tiens, je fais le plus beau métier du monde? Et même en tant que, et si on peut dire, si c'est un métier d'être parent, hein, pourtant moi j'ai pas d'enfant, mais ne serait-ce que ça, tiens, est-ce que je peux dire que je suis le plus beau parent du monde, le plus beau papa du monde ou la plus belle maman du monde? C'est une belle, euh, euh, j'allais dire, c'est de rapport, ou en tout cas d'écoute, et vous dire, tiens, c'est comment que je m'éclate dans ce que je fais. Hmm. Et les jeunes, ils disent, est-ce que je kiffe ce que je fais? Mais c'est ça, hein, vraiment, hein. Oui. Ah oui, mais pour moi, c'est lié aussi. C'est qu'à un moment donné, enfin, si dans ma vie, je commence à me poser des questions sur qui je suis, sur c'est quoi mon essence, automatiquement, il y a derrière, il faut que j'ai une activité qui ait du sens et Ouais, moi, c'est pareil. Moi, maintenant, je me lève le matin, il faut que mon activité, elle me comble ouais, et qu'en fait, je deviens ma propre activité et que c'est moi qui décide au quotidien de ce qui me fait plaisir et ce que j'ai envie de remplir dans ma journée, quoi. Parce que sinon, ça n'a pas de sens, quoi. ouais, 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 totalement, totalement. Hmm. Eh ben, merci Patrick pour ce temps d'échange. On aurait encore pu discuter 1 heure, mais après je sais que ça va être long pour les gens qui nous regardent. Merci, 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 hein. Vous avez aimé, voilà, vous pouvez retrouver Patrick dans Josette l'homme que je suis. Si vous êtes un homme en quête un peu, d'en savoir plus, de savoir ce que c'est que le masculin, si vous voulez avoir voilà, une sorte de guide avec plein de choses dedans pour vous faire réfléchir, n'hésitez pas. Et puis si vous avez aimé eh ben, l'émission, si vous aimez le format, les interviews que je propose, n'hésitez pas, likez-les, commentez-les, partagez-les. Et puis voilà. Merci en tout cas, Patrick. Merci, 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 merci. Gratitude. Merci à toutes les personnes qui nous suivent. Et puis ben, je vous dis aux prochaines interviews alors. Bon, à bientôt, Patrick, alors. À bientôt, avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir, merci.